Bonjour, et je vais vous donner le titre de ma conférence, c'est « La culture politique populaire donne forme à une constitution communale » en 1789 jusqu'en 1794, une constitution communale. Et comment nous l'avons perdue? La démocratie communale paysanne et son système électoral, c'est le premier point. La démocratie communale paysanne et son système électoral. La commune paysanne fonctionne en assemblée générale des habitants et des habitantes. Oui, les femmes votaient à l'égal des hommes car elles participaient à la vie économique, sociale et politique du village. Et cela est attesté depuis le Moyen-Âge et sans doute existait depuis des siècles. Les femmes ont le titre d'habitantes. Habitantes, c'est un titre comme le seigneur, privilégié, noble. C'est un titre comme le monde judiciaire. C'est un titre qui est une carte nationale d'identité, hein, l'équivalent à l'époque, habitant de tel village, habitant de telle commune, et habitante, au féminin, de telle commune, de tel village. Hein. Bien, alors les femmes ont ce titre d'habitante et qui leur ouvre les droits de libertés et franchises. Libertés et franchises. Alors franchise, c'est un franc, c'est un mot qui est très intéressant et vous me reposerez la question au moment quand j'aurai fini ma conférence pour voir d'un peu plus près ce mot franc. Je vous donnerai les indications que Marc Bloch a données dans son remarquable travail sur le Moyen-Âge. Alors donc, les habitantes ont des droits de libertés et franchises, et franchise, ça veut dire droit de vote. Droit de vote. Vous vous rendez compte? Et c'est attesté encore dans le vocabulaire anglais d'aujourd'hui. Vous pouvez lire vos dictionnaires anglais, hein, que vous avez sur le téléphone portable. Le mot franchise veut dire encore en anglais, aujourd'hui, droit de vote. Donc c'est tout à fait intéressant. Les travaux agricoles étaient faits en commun, les biens communaux étaient entretenus par les habitants des deux sexes, les bois, les rivières, les bords de mer, les arbres communaux, les fruits communs, etc. etc. Le système électoral, alors j'insiste dessus parce que c'est très intéressant, était celui du commis de confiance. Commis de confiance. Nous ne savons plus ce que c'est que ce système électoral, démocratique et populaire. Et l'Assemblée générale des habitants des deux sexes se réunit, hein, comme nous là ensemble, pour choisir un mandataire pour les états généraux ou pour la défense en cas de procès avec le seigneur ou autre. Hein. Voilà. Et l'Assemblée générale choisit un commis de confiance. Alors, les habitants discutent avec le futur mandataire et il reçoit un mandat, c'est d'où son nom, les mandataires reçoivent un mandat de leur mandant. Leur mandant, ce vocabulaire n'a plus cours, évidemment, puisqu'il n'y a plus de mandat, il n'y a plus de mandataire, et il n'y a plus de mandant. Hein. Nous avons un système électoral tout à fait différent. Et donc, il est chargé de ce mandat, et si le mandataire trahit son mandat, ou n'est plus capable de le défendre, il n'est pas capable de le défendre, il est tout simplement révoqué par ses électeurs et remplacé facilement. Hein. C'est les électeurs, les mandants, qui décident. C'est le pouvoir de choisir et de révoquer les mandataires que nous avons perdus. Hein. Alors, vous me poserez la question,
quand nous l'avons perdu? Je vous répondrai à cette question dans la discussion. Alors, les États généraux maintenant. Qu'étaient-ils donc venus du Moyen-Âge avec Charlemagne au 8e siècle après Jésus-Christ quand même, qui les réunissait pour le 1er mai. Et je vais vous apprendre la signification du 1er mai. Alors, l'Assemblée des États généraux était, à l'époque de Charlemagne, qui l'a créée, une représentation du peuple qui devait prendre part aux grandes décisions politiques du royaume, telles que la guerre, la paix et le montant des impôts. En cas de guerre, il fallait un impôt, et c'était les États généraux populaires, démocratiques, qui décidaient de cette grande décision politique. Alors, le peuple envoyait ses commis de confiance, des États généraux créés par Charlemagne, et Charlemagne n'assistait pas aux États généraux. Il disait simplement le problème qui était posé, et puis il s'en allait, poliment, et c'était les mandants des États généraux qui décidaient. Après la mort de Charlemagne, les États généraux furent interrompus, puis réapparurent en 1302, au début du XIVe siècle. Mais depuis 1614, donc depuis le XIVe siècle jusqu'en 1614, XVIIe siècle, ça a fonctionné, pas régulièrement, pas chaque année, mais enfin ça a fonctionné. Et puis depuis 1614, la monarchie de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV jusqu'à Louis XVI a supprimé les États généraux. Et donc, c'était la privation du peuple de sa souveraineté, de sa part de souveraineté qui avait été organisée par Charlemagne dans les États généraux. Hein. C'est une souveraineté, puisqu'on décide des grandes décisions politiques. Vous remarquerez que ces pouvoirs, nous les avons perdus. Tintin pour voter les impôts. C'est le gouvernement qui le fait. Enfin, c'est le ministre des Finances. Et puis la guerre et la paix, nous l'avons perdu. Alors cette situation dura jusqu'à Louis XVI, qui a pris l'endettement déjà de la monarchie et chercha l'aide des deux ordres privilégiés. Privilégié, ça veut dire le clergé et la noblesse. Privilégié, ça veut dire qu'ils payent moins d'impôts que le tiers-état, le pauvre paysan, par tête de pipe. Mais les privilégiés répondirent à Louis XVI, « Oh ben non, on ne va pas payer la dette. » Alors, en 1787, Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux, qui réapparaissent en 1787. Et c'est ainsi que le peuple qualifia Louis XVI de restaurateur de la liberté française, parce qu'ils étaient bien conscients que les États généraux, avec ces décisions et ce partage de souveraineté entre le roi et le peuple, avaient une signification d'opposition au pouvoir privilégié du roi. Hein. Ce n'était pas le pouvoir royal. Alors donc c'est important. Et le 1er mai 1789, les États généraux sont convoqués pour ce 1er mai 1789. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette fête du 1er mai? Charlemagne appelait ça le chant de mai, le chant de mai, par opposition au chant de mars, qui était l'organisation de l'armée, hein, évidemment. C'était un terme romain, hérité des Romains. Mais le chant de mai, c'est le partage de la souveraineté populaire, hein, démocratique, la souveraineté du royaume. Donc c'est très intéressant, c'est très important.
La convocation des États généraux pour le 1er mai de 1789 à Versailles. Alors, la population française est estimée en 1789 à 26 millions d'habitants, répartis en 85% de paysans, 12% d'urbains et 3% pour le clergé et la noblesse. Le système électoral du commis de confiance et le vote des femmes furent rétablis en 1789. Et les femmes nobles votaient aussi dans l'ordre de la noblesse, etc. Et le mandat est donné aux mandataires par les cahiers de doléances. C'est les cahiers de doléances qui dictent le mandat aux mandataires, au pluriel. Et le mandat général des cahiers de doléances en 1789, c'était de donner une nouvelle constitution à la France. Une nouvelle constitution. Voilà le mandat. Alors, Louis XVI refugea ce mandat et voulut se limiter à répondre à la crise financière. Les députés du tiers-État qui s'y opposaient formèrent ce qu'ils nommèrent le 17 juin 1789 l'Assemblée nationale constituante. L'Assemblée nationale constituante, en fonction du mandat des États généraux. Et le 20 juin, ils prêtent le serment du jeu de paume de rester unis jusqu'au vote à l'établissement d'une constitution nouvelle. Donc c'est tout à fait intéressant et important. Je ne sais pas pourquoi on ne le raconte pas de façon détaillée, mais c'est bien dommage, parce que ça, c'est éclaire les choses. Alors, quelques députés de la noblesse et de nombreux curés du bas clergé, qui n'étaient pas nobles, les curés ne sont pas nobles, ont rejoint cette révolution juridique, car l'Assemblée se proclamait Assemblée nationale constituante et retirait sa souveraineté au roi. Il faut bien comprendre que c'est ce point fondamental de donner une nouvelle constitution à la France qui retire au roi, Louis XVI, sa souveraineté et la restitue au peuple de ses mandataires. Ce fut l'acte 1 de la Révolution. L'acte 1 de la Révolution. L'acte 1 fut condamné par Louis XVI, évidemment, qui ne vit son salut que dans l'arrestation de cette assemblée de députés et se prépara à la répression. Et y compris celle de la ville de Paris qui avait soutenu chaudement cet acte 1. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Les mandataires écrivirent à leur électorat, les mandataires écrivent à leur mandant, pour parler la langue du système électoral populaire, dans laquelle pour décrire la situation dans laquelle ils se trouvaient, menacés par le roi d'arrestation. C'est ainsi qu'au début du mois de juillet commença l'acte 2 de la Révolution qui mit le peuple en mouvement contre le roi. Alors le peuple était à 85% paysans, comme je viens de le dire, et c'est énorme. Et la Révolution française, il faut bien comprendre, ce fut une révolution paysanne. Le mouvement paysan s'exprima par l'énorme jacquerie, une des rares grandes jacqueries à l'échelle mondiale, dans l'histoire. Donc cette énorme jacquerie de juillet 1789 qui commence par prendre le pouvoir dans le village et crée les gardes communales armées pour faire face à la répression royale éventuelle. Bon, donc il faut faire face à la répression. Puis les paysans se rendent le soir ou enfin le lendemain, ils se rendent au château du seigneur à qui ils payent des droits féodaux, seigneuriaux, patata, etc.
pour lui réclamer ses titres de propriété féodale et les brûler dans la cour du château, hein, pour que le seigneur soit bien au courant. Voilà. Expression flamboyante de sa volonté du peuple de supprimer la seigneurie féodale. Voilà. Rien de moins. Rien de moins que suppression de la seigneurie féodale. Et enfin, ils commencent ce vaste mouvement qui s'est perpétué pendant toute la Révolution française, de récupération des biens communaux qui avaient été usurpés depuis le XVIe siècle, en particulier attestés par Marnot, depuis le XVIe siècle, les biens communaux qui étaient confisqués par les seigneurs pour rendre la forêt, qui invente le mot forêt, parce qu'avant il y avait des bois. Hein, les bois, les terres communes sont des bois à défricher. Et les seigneurs prennent des bois et ils appellent ça la forêt. La forêt, ça veut dire, vous n'oublierez pas, ça veut dire terrain approprié, terrain communal, approprié par le seigneur. Dans toutes les langues latines, en Italie, en Corse, en Espagne, vous le retrouverez. Alors, l'acte 2, dans les villes, prit la même forme qu'à la campagne. Prise du pouvoir local et surtout création d'une garde nationale armée pour se protéger de la répression royale éventuelle. Et ces mouvements paysans et urbains de juillet 1789 furent nommés par les contemporains la Grande Peur. La Grande Peur. Notons que les intendants du roi choisirent de se cacher. Ils se cachent, ils se dissimulent. La monarchie perd ainsi son administration et sa force militaire, en plus de sa souveraineté qui a déjà été perdue par l'acte 1 de la Révolution, avec la création de l'Assemblée nationale constituante. Et de nombreux soldats, à partir de ce moment-là, se mutinent, les soldats qui sont levés par la monarchie, se mutinent et ils reviennent dans les communes ou dans leurs communes avec leurs armes. C'est comme ça que les gardes communales vont être armées, entre autres. Alors, ces formes du mouvement populaire en France se prolongèrent à travers 6 jacqueries de 1789 à 1793, soit en moyenne le fond de la Révolution. La Révolution se tourne dans toute la France et sans arrêt, et c'est une permanence de la jacquerie paysanne. Et c'est Anatoly Hadot qui a découvert cela après le travail de Georges Lefebvre, écrit de juillet 89, et Hadot, c'est un historien soviétique, maintenant russe, enfin, il est mort. Moi je l'ai connu et j'ai beaucoup parlé avec lui. Et on retiendra que la France fut en permanence en jacquerie, jusqu'à ce que la paysannerie obtienne enfin une législation agraire sérieuse, que je préciserai plus loin. Alors, nous sommes début août, et le deuxième point que je vais aborder, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens va diviser l'Assemblée. Deuxième point, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens va diviser l'Assemblée nationale constituante. Alors, au lendemain de juillet 1789, les députés firent des concessions au mouvement révolutionnaire et ils votèrent la nuit du 4 août un principe de nature constituante, je cite, « L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal ». Elle a bien compris ce que
la jacquerie de juillet 89 avait été. Et puis le 26 août, l'Assemblée vote une déclaration des droits naturels de l'homme et des citoyens. Ce sont des principes fondamentaux que les lois devront respecter par la suite. Alors je rappelle l'article 1er qui va diviser l'Assemblée. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », qui définit la liberté propre au genre humain, aux membres du genre humain, des deux sexes. Et cet article date du Moyen-Âge et fut écrit par Gratien au XIIe siècle à l'université de Bologne, qui ouvrit ses portes avec la formation de la philosophie du droit naturel médiéval depuis le XIIe siècle et qui a attiré, qui est devenu célèbre, l'université de Bologne, par l'afflux des étudiants de toute l'Europe qui sont venus étudier le droit naturel. Alors, la Déclaration des droits de 1789 précise la souveraineté populaire dans l'article 3. Je le cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Et la déclaration fondait les principes, écoutez bien, d'une république à souveraineté populaire de tous les membres de la société, leur assurant la liberté et la réciprocité des droits. Il n'y a pas l'ombre d'un roi, d'une monarchie dans ce texte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il est républicain. Alors ces deux articles provoquèrent la grande peur des possédants et divisa l'Assemblée en un côté gauche et un côté droit par rapport au président de séance. Côté gauche, côté droit. Et voilà. Et les députés des colonies esclavagistes étaient à la tête de ce côté droit parce que l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme interdisait l'esclavage. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, c'est fini l'esclavage. Vous avez compris ? Le côté droit va l'emporter à l'Assemblée depuis septembre 1789 jusqu'à septembre 1791. Pendant 2 ans, le côté droit de l'Assemblée va s'opposer au côté gauche qui n'a pas suffisamment de voix pour s'opposer sur le plan du vote. Alors c'est le côté droit qui va donner sa constitution de 1791. Et il crée une monarchie constitutionnelle soutenue par une aristocratie des riches qui supprime la souveraineté du peuple en excluant du corps des citoyens toutes les femmes, la moitié du ciel, comme disait l'autre, et tous les travailleurs manuels. Il ne reste plus que les mâles riches. Et le droit de vote ainsi réservé et coupillé en petits morceaux. C'est le système politique des économistes physiocrates dont Sieyès fut un des brillants théoriciens. Vous avez compris que la Constitution violait les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur le point de la souveraineté populaire et donc de la démocratie. On comprend pourquoi les jacqueries se sont poursuivies, bien sûr, et comment le mouvement populaire des deux sexes, dans les campagnes comme dans les villes, continua de se réunir dans les assemblées primaires de communes pour connaître les nouvelles, discuter de la situation, organiser des actions, des manifestations et de nouvelles révolutions. Toute la révolution dans les villes et dans les villages s'est organisée dans les assemblées primaires, électorales, communales et jusqu'à la fin de la Révolution.
Ainsi, le peuple a-t-il mis en pratique un fonctionnement communal dès 1789. Dès 1789. Alors, ces communes avaient chacune une garde communale qui, ensemble, formait la garde nationale à l'échelle du pays. Autrement dit, le peuple est armé dans les communes. Les officiers de la garde communale sont élus par les membres de la garde. Et la garde communale fait aussi fonction de police locale communale. Et je ne sais pas si vous imaginez, c'est la commune qui élit le commissaire de police. Vous vous rendez compte? Le commissaire de police est élu par les citoyens et les citoyennes. Et le juge de paix qui juge les délits ordinaires, hein, vous commencez à comprendre la mesure de la démocratie communale dans la culture politique populaire. Alors, la division de l'Assemblée nationale en un côté droit et un côté gauche exprime clairement les deux lignes qui s'affrontent. Le côté droit veut installer une monarchie à aristocratie des riches, c'est la ligne contre-révolutionnaire, à commencer par le rejet de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, évidemment. Et le côté gauche veut une république démocratique et sociale et défend les principes de la Déclaration des droits. C'est la ligne révolutionnaire. Et le 3 septembre 1791, le côté droit impose la suppression du suffrage universel en constituant une aristocratie des mâles riches. Le côté gauche à l'Assemblée est minoritaire, mais son opposition au côté droit l'a peu à peu révélé au peuple, qui lui fait confiance de plus en plus et qui, ensemble, vont organiser les deux révolutions successives. Alors je vais vous dire un mot de chacune de ces deux révolutions successives. La révolution du 10 août 1792, pour commencer, parce que nous avons une expression très puissante de la culture politique populaire à ce moment-là. Alors, quelle est la situation depuis le vote de la Constitution de 1791? Le roi, qui est rétabli par la Constitution de 1791, le roi a déclaré la guerre en avril 1792. Louis XVI, donc, a déclaré la guerre en avril 1792. Pourquoi? Car il veut faire échouer la révolution, pour que les armées austro-prussiennes le rétablissent dans sa royauté complète et répriment la révolution. Il faut les armées austro-prussiennes dans l'idée de Louis XVI pour rétablir la royauté. C'est un projet de haute trahison. Un projet de haute trahison. Et les généraux français, qui sont nommés par le roi, puisqu'il est à la tête de l'état-major, ont laissé les soldats français se faire tuer aux frontières. Et ils sont à tel point que l'Assemblée est même obligée de faire lever des volontaires en juillet 1792, qui vont venir de tout le pays et qui ont rendez-vous à Paris le 14 juillet 1792 pour défendre les frontières du Nord. Alors, qui fait la révolution du 10 août 1792? Ce sont les volontaires qui sont reçus par la sans-culotterie parisienne, qui sont logés et informés de la trahison du roi, et ensemble, avec les sans-culottes parisiens, les volontaires, vont faire la révolution du 10 août. Et ce sera une révolution nationale, pas du tout une révolution parisienne seulement. Une révolution nationale à cause des volontaires qui viennent de tous les départements. Et les députés du côté gauche, la Montagne et ses alliés, ont participé au projet, évidemment,
il s'agit d'arrêter le roi qui a trahi son peuple et de déclarer la République. Chacun son travail. Les sans-culottes et les volontaires doivent arrêter le roi. Et c'est un combat armé contre le roi qui dispose lui aussi de sa propre armée. Et les députés vont proposer les actes politiques de l'Assemblée. Le peuple a une importance décisive dans cette répartition des tâches. Alors, la révolution du 10 août a renversé la monarchie et la Constitution de 1791 et convoque l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante. Une nouvelle Assemblée constituante, la Convention, qui est élue en septembre 1792. Alors, malgré les efforts du peuple paysan et urbain, un nouveau côté droit va se former, dirigé par le parti brissottin girondin. Il faut savoir qu'aucun parti de la Convention n'avait de majorité en nombre de députés, en nombre de mandataires, plutôt. Et ainsi, ni la montagne, ni les brissotins n'avaient de majorité à la Convention. Je précise que les termes de girondins pour les brissotins et les jacobins pour la montagne n'étaient pas employés, ou exceptionnellement, par les intéressés qui se nommaient brissotins, du nom du dirigeant Brissot, évidemment. Et c'est au XIXe siècle que les historiens de la Révolution française du XIXe ont choisi le terme de girondin. Pour ma part, je me réfère aux sources de l'époque. Le côté gauche était depuis la réunion des États généraux, la Société des Amis de la Constitution, qui devient la montagne avec le 10 août 1792, un peu avant, un peu après. Alors, ainsi le parti brissottin refuse d'appliquer la réforme agraire qui est demandée depuis juillet 1789 par le mouvement paysan qui ne s'interrompt jamais, qui est permanent. Les jacqueries se poursuivent donc. La Convention brissotine devait s'occuper de la Constitution, mais ne le fit pas, et gouverna sans Constitution. Il faut le faire, jusqu'à son renversement. Dès octobre 1792, les brissotins cherchent une politique de diversion dans la guerre de conquête de la rive gauche du Rhin, les États allemands, la Belgique, la Hollande, etc. Sous prétexte de libérer ces peuples de leurs tyrans. Mais très vite, la libération proclamée se change en conquête et en pillage. Alors, les peuples de la rive gauche du Rhin vont soutenir leur prince, leur tyran, paraît-il. Et la guerre tourne à la débâcle pour les brissotins. Débâcle. Et voilà les frontières françaises du nord et de l'est, à nouveau menacées, comme dans la période du 10 août 1792, avec l'échec de la guerre royale. En France, un mouvement populaire réclame quoi? La révocation des mandataires infidèles que sont les brissotins. Et c'est un mouvement qui va partir des mandants locaux qui ont élu les mandataires brissotins. C'est un mouvement qui commence en mars 1793 et qui va s'achever au 31 mai de juin 1793, puisqu'il s'agit de cette deuxième révolution. Alors, les brissotins sont dans la panade de la guerre de conquête. Ils sont obligés de faire appel à des volontaires, et dès le mois de mars,
ils font appel aux volontaires pour défendre les frontières de la France, évidemment. Et en mars 1993, la Vendée refuse la levée des 300 000 hommes. Voilà. Et les Brissotins, pour se défendre contre la montagne, qui l'attaque, évidemment, créent le tribunal révolutionnaire le 10 mars 1793 et le comité de salut public le 6 avril 1793. Tribunal révolutionnaire et comité de salut public pour proposer des lois provisoires pour faire face à la situation catastrophique de l'armée, évidemment. Alors je passe à la révolution des 31 mai 2 juin 1793. Cette troisième révolution fut organisée comme celle du 10 août 1792 par la Commune de Paris avec la garde communale et l'aide des soldats volontaires venus des départements à Paris avant de partir aux frontières. À nouveau, ces volontaires sont accueillis par les sans-culottes parisiens qui les logent et les nourrissent et les informent. Cette nouvelle révolution réclamait non la déchéance de la Convention, mais la révocation des mandataires infidèles, comme dans le système électoral populaire, communal, dont je vous ai parlé au début. Et ces mandataires infidèles, qui sont les députés brissotins, les plus agressifs, et de la liste qui est dressée entre le mois de mars 1993 et la révolution des 31 mai de juin 1793. On va discuter de cette liste des mandataires infidèles brissotins. Mais pour comprendre la révolution des 31 mai de juin 1793, encore faut-il connaître le système électoral populaire, c'est-à-dire le commis de confiance, qui est révocable, ce qui demeure aujourd'hui plutôt rare. La révolution des 31 mai de juin dura 3 jours de discussion entre le peuple et les volontaires rassemblés à Paris et la Convention pour établir la liste finale des députés brissotins qui étaient des mandataires infidèles. Et finalement, on a révoqué 32 mandataires et 2 ministres brissotins, tous brissotins. Les a-t-on guillotinés? Non. Ils ont été assignés à résidence, chez eux. C'est gentil. Pour ne pas rejoindre la contre-révolution royaliste et autres. Et plus tard, certains ont réussi à fuir pour rejoindre la contre-révolution, et quelques-uns ont été arrêtés et sont passés au tribunal révolutionnaire et ont été condamnés à mort et exécutés. Alors j'arrive à mon dernier point. La Convention montagnarde du 2 juin 1793 à Thermidor, le 27 juillet 1794. La Convention montagnarde a duré moins d'1 an, 11 mois. Et je pose la question suivante dans cette partie. La politique montagnarde a-t-elle violé la souveraineté populaire et la démocratie communale dans cette période? Pourquoi je pose cette question? Parce que l'interprétation de l'histoire de la Révolution française, dominante actuellement, la présente comme une dictature d'un parti unique au pouvoir, appliquant une politique de terreur. Donc dictature, parti unique au pouvoir, Robespierre est en chef, et qui applique une politique de terreur. Voilà, les 4 ingrédients. Alors voyons de plus près. La première mesure que prit la Convention montagnarde fut de proposer une constitution, étant donné que les Brissotins ne l'avaient pas fait. Tout le temps qu'ils ont gouverné,
ils ne se sont pas occupés, sauf un bref temps, en février 93, un bref temps, et puis ils ont coupé court, parce qu'ils avaient la crainte d'avoir une constitution trop démocratique. Alors ça leur faisait peur. Eh bien oui, c'est normal. Et la proposition de constitution votée le 21 juin 1793, je vais dire un mot rapide, malheureusement, parce que je ne peux pas m'étendre. Alors, cette constitution du 21 juin 1793 a été un texte de compromis. Certes, elle rétablissait une déclaration des droits de l'homme et des citoyens en tête du texte pour préciser des principes imprescriptibles comme une souveraineté populaire réelle. Mais le compromis se révèle dans la contradiction des principes qui déclarent, d'une part, l'égalité en droit de tous les êtres humains. Je cite, article 2, « Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi ». Et de façon contradictoire, les articles 16 et 17, qui précisent une liberté limitée à la sphère économique. C'est la liberté économique. Bon, nous connaissons, hein. Nous sommes en plein dedans. Je cite l'article 16, « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Et article 17, « Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. » Et voilà l'esclavage réintroduit alors qu'il était impossible dans les déclarations de 1789. Vous avez compris? Ce libéralisme économique, que nous connaissons bien, était celui des physiocrates, les économistes de l'époque, qui voulaient introduire en France non plus la liberté du commerce des produits de luxe, qui était la forme dominante depuis le Moyen-Âge, hein, mais la liberté des prix des denrées de première nécessité, des subsistances, et qui était jusque-là sous le contrôle des communes, sous le contrôle populaire. Alors Louis XV avait tenté l'expérience des économistes, puisque c'était une chose nouvelle, bon, ben voilà, on va essayer. En 1764, Louis XV tente l'expérience, les prix montent et dépassent les salaires et revenus du peuple, et provoquent des famines et une hausse de la mortalité très rapidement. Au bout de 15 jours de hausse des prix inatteignables pour le peuple, on commence à mourir de faim. Hein. Enfin, on commence à être affamé et puis on meurt de faim. Mais constatant les dégâts, Louis XV a arrêté, au bout de 4 ans quand même, au bout de 4 ans, hein, il a laissé mourir un peu de faim, au bout de 4 années. En 68, il y renonce. Et Louis XVI, qui lui succède, en 75, retente l'expérience dès 1775, et lui aussi renonce, mais un an après seulement. En 1776, il a compris que ça posait des problèmes. Le peuple rejetait cette liberté illimitée du dauphin. Il n'avait pas tort. Et lui opposait une économie morale, populaire, qui rééquilibrait les prix, les salaires et les profits. Prix, salaire, profit. Il faut que ce soit équilibré, sinon c'est le désastre. Depuis 1789, le côté droit avait imposé une législation limitée du commerce des subsistances, précisément, accompagnée de la loi martiale,
pour réprimer les troupes de subsistance par l'armée. Par l'armée. Cette politique fut supprimée avec la révolution du 10 août 1792, mais rétablie par la Convention brissotine, qui était pour la liberté illimitée du commerce des grains. Et les troubles de subsistance s'ajoutaient aux jacqueries permanentes depuis 1789. Donc, avec les jacqueries permanentes, nous avons les troubles de subsistance également. La révolution des 31 mai de juin 93 permit à la Convention montagnarde d'abroger cette liberté illimitée des prix et de voter la politique dite du maximum, la politique du maximum qui rééquilibrait prix, salaire, profit. Hein. La réforme agraire suit les lois de juin 1793 reconnaissent la gestion des biens communaux aux communes, à toutes les communes paysannes et urbaines, parce qu'il y a des biens communaux dans les villes également. Et la loi du 17 juillet 1793 supprime toutes les rentes et droits seigneuriaux pesant sur les terres cultivées par les paysans. Le problème, je bafouille. La politique du maximum qui rééquilibre prix, salaire, profit. Hein? Bon, voilà. C'est résolu. Enfin, c'est résolu. Il faudrait que j'en dise un peu plus, mais je n'ai pas le temps. Et la réforme agraire suit le 17 juillet 1793. Il y a une réforme agraire qui va être complétée tout au long de l'année, mais qui va renverser la seigneurie féodale. Hein? Tous les droits féodalo-seigneuriaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, mais ça représente toutes les terres cultivées, féodales et seigneuriales de la paysannerie. Hein. C'est une réforme agraire gigantesque, hein, et sérieuse. Et les paysans ne voulaient pas exproprier. Vous écoutez tous les deux? Vous mettre une punition, excusez-moi. Hein. C'est des formations professionnelles, là, je vais mettre en revue. Oui, c'est des déformations professionnelles. Les paysans ne voulaient pas exproprier pour des raisons politiques, parce qu'ils font de la politique aussi. Ils sont futés. Ils ne voulaient pas exproprier totalement les seigneurs et ils leur laissaient leur domaine proche, ce que Marc Bloch appelle domaine proche et domaine utile. Le domaine proche du seigneur, qui est relativement important hein, aussi, en terre, c'est la demeure du seigneur, plus les terres dont il a besoin directement, hein, et qui sont cultivées par son propre personnel. Hein. Alors, il y a peut-être des paysans là-dedans, évidemment, mais voilà. Donc, les paysans ne voulaient pas exproprier complètement les seigneurs parce que, mais ils expropriaient les seigneurs sur les terres cultivées qui sont les plus importantes, les plus étendues. Hein. Parce qu'ils voulaient arrêter la guerre civile qui avait commencé en 1789, en juillet 1789, car la seigneurie ne se tournait pas les pouces en attendant les jacqueries. Hein. Ben non, elle faisait la guerre aux paysans. Donc voilà la situation de guerre civile, c'est la guerre civile entre les seigneurs et les paysans. Mais il n'y a pas de tuerie, d'assassinat particulièrement violent, il n'y a pas de violence physique entre les deux, rarement. Il y en a, bien sûr, mais il y en a rarement. Et les paysans font de la politique parce qu'ils veulent arrêter la guerre civile et laisser un petit peu d'argent aux seigneurs. Et c'est futé, c'est intelligent comme tout. Et eux, ils ont pris le gros morceau. Les seigneurs, des terres. Les deux victimes
de la Révolution française, ça a été le clergé qui a été dépossédé en 1790 et la seigneurie qui a été dépossédée le 17 juillet 1793. C'est les deux victimes de 89 tue la noblesse et le clergé. Enfin, pas le clergé complètement, mais les biens du clergé. C'est fantastique comme réforme agraire. Et je vous en dirai encore un mot là-dessus. Alors, où en étais-je? Des mesures sont encore prises dans la législation montagnarde en faveur des paysans pauvres et sans terre pour acquérir des terres. On leur donne de l'argent, sans compter, et pour acheter des terres. La Révolution française fut une révolution paysanne qui réussit à libérer les paysans de la rente seigneuriale, et à récupérer les biens communaux indispensables aux paysans. Tous les paysans ont besoin de biens communaux. On le constate, la montagne appliqua le programme économique populaire de l'équilibre prix-salaire-profit et de la réforme agraire depuis 1789, exprimée par les jacqueries successives et les troubles de subsistance. Alors, dernier point, la montagne a-t-elle trahi la proposition populaire d'une constitution communale? Point d'interrogation. Le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, les Thermidoriens accusaient Robespierre, je cite, d'aspirer à la dictature. D'aspirer à la dictature. Ils ne l'avaient pas établie. Ils disaient, les Thermidoriens eux-mêmes, qui ont arrêté Robespierre et exécuté dans la soirée même, le 27 juillet 1794, ils accusaient Robespierre d'aspirer. Et ils répondent une calomnie assez surprenante, selon laquelle Robespierre voulait épouser la fille de Louis XVI et rétablir la monarchie en France. Plus c'est gros, plus ça passe. Plus ça passe. Mieux ça passe. Alors c'est au 19e et 20e siècle, parce que c'est pas terminé tout ça. C'est au 19e, c'est pas terminé, au 19e et le 20e siècle que cette aspiration à la dictature, comme le disaient les Thermidoriens eux-mêmes, devient une dictature effective. Une dictature effective par l'opération du Saint-Esprit. Sans doute. À ces époques, des théories politiques justifiaient, à ces époques, à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, des théories politiques justifiaient des dictatures à gauche comme à droite. Et au XXe siècle, l'on vit alors accoler à la montagne, à la Convention montagnarde, le terme de dictature, qualifié positivement par les historiens staliniens. Puis, dans les années 1960, en 63 précisément, Hannah Arendt, vous la connaissez, elle est célèbre dans le monde entier. Hein? Ah bah oui. Pourquoi? Qu'a-t-elle dit? Dans son livre sur la Révolution, en 1963, elle conserve le terme de dictature qui a été introduit positivement par les historiens staliniens en le connotant négativement seulement. Elle se fatigue à me dire « Ah ben non, c'est pas bien ». Alors que les autres disaient « Ah ben oui, c'est très bien ». Voilà. Connoté négativement. Au bicentenaire de la Révolution française en 1989, François Furet faisait de la Révolution française la matrice des totalitarismes. C'est lui qui l'écrit, la matrice des totalitarismes au pluriel, c'est-à-dire fascisme, les fascismes, le nazisme et le stalinisme. Il fallait un génocide, on en inventa un. Oh, miracle. Et la Vendée, guerre civile régionale, hein,
devenait un génocide franco-français. Comprenne qui pourra. Hein? Un génocide franco-français. Comprenne qui pourra. Alors retournons aux faits. Depuis l'aspiration à la dictature de Robespierre par les Thermidorins, jusqu'à le génocide franco-français. Alors commençons par le comité de salut public. J'irai très vite, évidemment, je ne peux pas développer en détail, mais vous poserez des questions. Le comité de salut public pris comme instrument principal de la dictature de Robespierre est interprété par certains comme une nouvelle forme de confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. C'est la monarchie qui confond l'exercice du législatif et de l'exécutif. Hein? C'est la monarchie. Le roi fait l'exécution des lois, enfin, dit les lois et les exécute. Hein? Donc c'est une forme de monarchie, tout simplement. Alors je précise que le comité de salut public, je précise parce que c'est nécessaire, a été une création des Brissotins, et non point de la montagne. En pleine panique à la suite de l'échec de leur guerre de conquête de la rive gauche du Rhin. Hein, et afin de proposer, le comité de salut public, afin de proposer des mesures de défense et de salut public, comme son nom l'indique, comité de salut public. Cette création date du 6 avril 1793. Il y a tout un débat. Il est intéressant de ce débat. Je n'ai pas pu rentrer dans les détails, malheureusement, mais il est très intéressant. Et il fut discuté à la Convention selon le principe de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui est le suivant: le principe politique de la séparation de l'exercice des pouvoirs qui doit être respecté. Alors c'est le législatif qui fait les lois et est supérieur à l'exécutif qui se limite à appliquer les lois sans les déformer. Hein? Parce que l'exécutif, souvent, trafique les lois, hein, il les transforme. Voilà. Ça veut dire qu'il usurpe le pouvoir législatif. Vous comprenez? Voilà. Alors, ce comité de salut public était formé de députés élus chaque mois par la Convention. Le comité de salut public est formé de députés de la Convention qui sont élus chaque mois ou réélus par la Convention. Le comité de salut public légifère-t-il? Non. C'est la Convention qui seule vote pour ou contre les propositions faites par le comité de salut public. C'est la Convention qui vote. Le comité de salut public est-il à la tête de l'exécutif? Non. L'exécutif est resté chargé de l'exécution. Le comité de salut public a-t-il une existence autonome? Autonome? Non. Il est responsable devant la Convention. Je rappelle que ni les Brissotins, ni la Montagne n'avaient une majorité en nombre de députés. Ici, il n'y a pas de mécanique de majorité d'un parti unique au pouvoir. Ainsi, le comité de salut public ne fut pas l'instrument d'une dictature et la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs a été respectée. Alors on a inventé une concentration de l'administration des pouvoirs, mais on ne peut pas concentrer. Imaginez, la monarchie n'avait pas de concentration administrative. Hein? Ben, bien sûr que non, sauf pour l'armée et pour la marine. Là, la monarchie, et elle en a hérité, elle a fait hériter, sauf que ça a été changé, chamboulé complètement.
la monarchie n'avait pas de concentration administrative. Il n'y a pas de ministère. Comme nous aujourd'hui, nous avons des ministères chargés de l'application des lois avec une armée de fonctionnaires qui appliquent les lois. Ça ne se fait pas en un quart d'heure. La Convention Montagnard a gouverné pendant 1 an. On sait bien qu'elle n'a pas eu le temps de faire le travail de concentration administrative. On ne sait pas comment d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune preuve. Je reviendrai là-dessus. Alors donc, ainsi le comité de salut public n'a pas été l'instrument d'une dictature et la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs a été respectée. J'en étais là. Venons-en à l'établissement du gouvernement révolutionnaire sur lequel pèsent de nouvelles confusions d'interprétation. Le 10 octobre, écoutez bien, le 10 octobre, Saint-Just, membre du comité de salut public, présente à la Convention un rapport sur le fonctionnement du pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'application des lois. Le rapport précise clairement le problème. Je cite Saint-Just, « Les lois sont révolutionnaires, mais ceux qui les exécutent ne le sont pas. Donc l'exécutif n'est pas révolutionnaire partout. » Alors Saint-Just constate que les lois ne sont pas appliquées dans certaines régions de France qui sont livrées à la contre-révolution. Et il le sait. Il le sait parce qu'il l'a appris par les volontaires, par les connaissances qu'il peut avoir au niveau des informations. Alors, je précise ce qui n'est point un détail. Comment les lois étaient-elles appliquées sous l'Ancien Régime et sous le Nouveau Régime depuis 1789? Parce qu'on ne se pose jamais la question. C'est bien dommage. Depuis le 10 août 1792, le système électoral du comité de confiance avait été rétabli, comme il a été rétabli en 1789 pour la convocation des États généraux. Il a été supprimé avec la Constitution de 1791, qui établit une aristocratie des mâles riches. Et puis, il est rétabli, donc, à partir du 10 août 1992. Le système du comité de confiance est rétabli et les communes avaient élu en 1792 non seulement les mandataires de la Convention, mais aussi les administrateurs communaux chargés de l'application des lois, sous le contrôle de l'Assemblée générale des habitants des communes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la monarchie n'avait pas de centralisation administrative et l'application de lois se faisait depuis la nuit des temps au niveau communal par des administrateurs élus. Alors à part la période Louis XIV avec les intendants qui appliquaient certaines lois, mais pas toutes. Alors en 1793, dans des régions comme la Vendée, l'habitat paysan était dispersé. Alors, il faut que je revienne à la campagne pour expliquer l'habitat concentré dans des communes villageoises, avec une assemblée générale des habitants, et l'habitat dispersé. Ça existe en France, dans certaines régions, qui ont eu une évolution particulière de l'organisation du paysage paysan. Et il n'y avait pas donc de communes paysannes en Vendée. Et les paysans ne furent, écoutez bien, ne furent pas tenus au courant de la législation agraire montagnarde qui aboutissait le 17 juillet 1993 la seigneurie féodalo-seigneuriale. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été au courant? Parce que les communes urbaines étaient passées à la contre-révolution des possédants
des possédants, contre les paysans vendéens. Et ils se sont bien gardés d'informer les paysans des lois de la montagne. Le peuple de Vendée n'a pas connu les lois qui supprimaient les rentes féodalo-seigneuriales et qui y furent maintenues. Par contre, dans les régions révolutionnaires, la législation agraire fut immédiatement appliquée par les communes paysannes. Vous comprenez? Ainsi, Saint-Just et Billaud-Varenne proposaient de révolutionner l'exécution des lois dans les régions où la contre-révolution n'appliquait pas les lois. Et c'est le procureur général syndic qui est élu par les communes rurales qui est chargé de faire connaître les lois et de veiller à leur application et tenir au courant le comité de salut public sur ce fait. Alors j'explique, le procureur général syndic existait dans la tradition communale depuis des siècles. Le gouvernement révolutionnaire le maintient et le charge de publier les lois et vérifier leur application dans les communes, dans la commune de Le Ressort, et d'envoyer au comité de salut public tous les 10 jours, une note pour le prévenir que ça a bien été publié et appliqué. Cette solution de renforcer le contrôle de l'application des lois par le procureur général syndic, qui est un élu de la commune rurale ou urbaine, a raffermi la démocratie communale, bien sûr. La Convention vota ce contrôle et l'application des lois. Ainsi, au problème de la non-exécution des lois, la réponse de la montagne n'a pas été de créer des institutions dictatoriales. Aucune preuve n'existe de cette fiction de centralisation administrative, ni de la non-application de la Constitution de 1793. Et pourtant, les sources ne manquent pas. Les actes du comité de salut public et les archives parlementaires ont été publiés. Les sources abondent. Et on peut y ajouter des journaux qui sont très nombreux à l'époque. Alors, historiens, nous devons aller aux sources, pour nous libérer des préjugés venus d'une époque postérieure, puisqu'ils datent du XXe siècle. Alors passons à la terreur maintenant. Il n'existe pas de théorie de la terreur à l'époque de la Révolution. Il n'existe pas de théorie de la terreur à l'époque de la Révolution. Ce sont les thermidoriens qui l'ont inventé pour accuser Robespierre dans la nuit du 27 au 28 juillet 1794. Ce sont les thermidoriens qui l'ont inventé. Hein? Le fait est connu depuis les travaux de Bronislav Vachko et de Jean-Clément Martin. Certes, il y a eu guerre civile, avec la permanence des jacqueries paysannes qui résistaient à cette guerre que menait la seigneurie contre eux. Toutefois, il est important de noter que la répression légale fut très modérée pendant la Révolution. Selon l'étude de Campardon, 1866, on peut comparer avec les chiffres qui sont donnés par les historiens du tribunal révolutionnaire postérieurement. Le tribunal révolutionnaire, créé le 10 mars 1793 par les Brissotins, a connu la répression 1. Brissotine, 2. Montagnarde, 3. Thermidorienne, jusqu'à sa suppression finale en mai 1795. En mai 1795. Les thermidoriens ont fait durer le plaisir, les tribunaux révolutionnaires ont encore presque un an. Alors voyons les chiffres. Sur 5215 accusés passés devant le tribunal révolutionnaire, notez-le bien,
5215 accusés. 2424 ont été acquittés selon compardon. Les chiffres diffèrent, mais très légèrement. Ensuite. 2424 furent acquittés ou renvoyés à une autre juridiction. Il y eut 2791 condamnations à mort et exécutions. Modération n'est pas justification. Si les bains de sang ne furent pas une réalité de cette époque, il y a bien eu une répression. Et notons que la montagne a tenté de remettre en cause cette répression en cherchant à supprimer la peine de mort depuis avril 1794, mais n'eut pas le temps d'achever. Le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, m'en empêcha. Par ailleurs, et enfin, la guerre défensive de la montagne a pleinement réussi avec la victoire de Fleurus le 26 juin 1794, qui mettait fin, enfin, qui mettait la paix à portée de la main. Notons, ce n'est pas un détail, que les Thermidoriens choisirent une politique de guerre de conquête qui contraignait le peuple à devenir soldat, ce qui fut la politique de la contre-révolution depuis 1791 jusqu'en 1815. Et Bonaparte a abondamment abusé de ces guerres de conquête pour enrichir les riches. Bien sûr, on a ainsi réussi, par ignorance des faits et de la culture politique populaire, et par des extrapolations monstrueuses et ridicules à la fois, à transformer l'histoire de la Révolution française en dictature terroriste. Voilà où nous en sommes. Ce faisant, ces interprétations perdaient de vue ce qu'était la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la démocratie, la culture politique populaire, avec le vote des femmes depuis des siècles. Et c'est tout cela que l'on a supprimé à la compréhension de la Révolution. Et pourquoi donc l'a-t-on perdu de vue? La suite de l'histoire va nous permettre de mieux saisir la chose. La Convention thermidorienne vota une nouvelle constitution en 1795, celle du Directoire, qui supprime la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et rétablit une nouvelle forme d'aristocratie des mâles riches. La citoyenneté est ridiculement réduite aux mâles riches, excluant toutes les femmes et le peuple des travailleurs, des métiers mécaniques, comme on les appelait à l'époque. Le Directoire fut suivi du consulat par un coup d'État militaire, puis par l'Empire, qui rétablit une monarchie en 1802, donc qui supprime la citoyenneté, et suivi de la restauration des Bourbons en 1815. Mais notons enfin que la réforme agraire du 17 juillet 1793, la mobilisation paysanne depuis juillet 1789, a été maintenue en France. Et aucun gouvernement, aussi despotique se voulut-il, n'osa rouvrir la guerre paysanne en France. Voilà, je vous remercie de votre attention.